Donc bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Jean-Paul Santoro, donc je suis psychologue clinicien, psychothérapeute, conférencier et depuis récemment auteur. Donc j'ai mon cabinet sur Draguignan dans le Var, je consulte pour une association à Drape au-dessus de Nice. Et je suis aussi salarié dans une maison de retraite dans le Var aussi. Donc je suis spécialisé sur les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, sur la haute potentialité intellectuelle et sur les nouvelles technologies naturellement. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Historiquement, j'ai travaillé pour Action Innocence Monaco, où j'avais fait des interventions en milieu scolaire sur les dangers des écrans en général. Donc tout ce qui est danger d'Internet, cyberharcèlement, cyberpédophilie, les dangers d'une trop grande utilisation des jeux, de mauvais usage de jeux pas adaptés à l'âge, auprès des enfants principalement et un petit peu des parents aussi. Et depuis plusieurs années, je fais les conférences du coup ici au sein du replay qui était de l'autre côté de la rue les autres années. On a parlé de sujets divers et variés, sur la position de bouc émissaire du jeu vidéo dans notre société. On avait fait la place de la femme, on avait fait la collection et le rétro gaming, et on a fait pas mal de sujets qu'on a traités les années précédentes qui sont un peu disponibles la plupart en ligne sur internet. Et on avait notamment fait l'addiction. Donc l'addiction, j'ai proposé une nouvelle fois cette année de le refaire avec addiction aux jeux vidéo, point d'interrogation. Si vous suivez l'actualité des jeux, vous savez sans doute pourquoi j'en reparle cette année. Il y a eu un changement cette année. Alors ma conférence, je la fais interactive, donc n'hésitez pas à me couper la parole, à répondre, il n'y a pas de problème. Donc, non, toi, surtout toi, tu le sais pas. Tout à fait. Donc l'OMS a reconnu cette année l'addiction aux jeux vidéo officiellement dans les classifications. Donc je vais vraiment bien détailler tout ce qu'il en est par rapport à ça. Alors donc comme je le disais au début, hein, le jeu vidéo ça a été un petit peu le bouc émissaire idéal pendant un petit moment. Alors bon, les années... Au fil des années, il y a eu la lecture qui a été accusée de tous les maux, ensuite la télévision, le rock'n'roll, on pouvait tout imaginer. Et à un moment donné, ça a été le jeu vidéo. Alors au début, le jeu vidéo, ça rendait épileptique. Ensuite, ça rendait violent, notamment avec la sortie des jeux violents dans les années 90, Mortal Kombat, Doom et compagnie. Et après, il fallait quelque chose d'un peu plus médical, un peu plus médicalisant. Donc, on a commencé à parler d'addiction aux jeux vidéo et principalement aux jeux en ligne. Donc, le terme addiction qu'on entend un peu de partout et un peu à toutes les sauces, il est complètement... cette utilisation dans le sens commun galvaude complètement le concept. Par exemple, il y a 41% des parents en 2009 qui jugeaient leur enfant addict, accro aux jeux. Donc c'est des statistiques qui ne correspondent pas du tout à la réalité parce que addiction, c'est un mot qu'on emploie un peu à tort et à travers. Dans la réalité, si on voit le rapport les addictions chez les jeunes, c'était un sondage de statistiques de cette année. 46% des 14-24 ans consacrent quotidiennement au moins 1 heure de jeux vidéo par jour, donc 7 heures par semaine. Et pour un plus petit effectif, 14%, c'est entre 2 et 5 heures par jour. Ce qui fait par semaine entre 14 et 35 heures. Ce qui a l'air beaucoup, sauf que si on regarde les chiffres, j'ai une étude de 2012 qui dit que le Français moyen regarde 3h50 la télévision par jour, soit 26 heures par semaine. Donc je rappelle les chiffres, 7 et 14 ou plus, et 26 heures de télévision. Mais la télévision, qui, comme je le disais, était incriminée un petit moment, l'est peut-être moins à ce moment-là. Alors, les stéréotypes ont quand même la vie dure, hein, malgré ces statistiques-là. On a notamment vu la fameuse campagne de l'INPES. Je vais vous la faire voir. Vous voyez là, c'est Nico, enfin, vu par lui-même. Et ça, c'est Nico, vu par sa mère. Nico, vu par ses potes. Nico, vu par son père. Et là, c'est Nico venu à une consultation jeune consommateur pour parler de son rapport aux jeux vidéo et ses conséquences, pour savoir où il en est vraiment. Pour plus d'informations sur les CJC, appelez le 0800 23 13 13. Oui, donc ça c'est une pub qu'on avait vue il y a quelques années à la télévision qui mettait la pratique du jeu vidéo sur le même plan que la consommation de produits parce que dans
Consultation jeunes consommateurs, il y avait aussi l'ecstasy, la cocaïne, je crois. Donc ils mettaient vraiment tout sur le même plan, ce qui était pas très juste. On va le voir. Je ne sais pas si vous avez bien vu sur l'écran, mais l'enfant quand il joue au début, il a les yeux tout rouges. Après, on a vraiment le stéréotype du surpoids, la chambre complètement laissée à l'abandon. Donc on a tous les clichés, les stéréotypes qui sont un peu dommages, quoi. Alors après, c'était le moment où il y avait eu des études. Une étude parisienne en 2014 qui disait qu'un adolescent sur 7 aurait un problème avec le jeu vidéo, problème entre guillemets, on n'en sait pas plus, et une campagne aux États-Unis où on voit un enfant avec une manette de PlayStation 3 et il y a écrit, bon je vous le dis en français directement, risquer une mort prématurée si vous ne faites rien. Donc comme là c'est quelque chose d'assez violent et d'assez un sacré raccourci, je pense quand même. Mais jusqu'à présent, c'est ce que je disais les années précédentes et c'est ce que je dis dans mon ouvrage qui est sorti l'année dernière, c'est que l'OMS n'avait pas reconnu d'addiction officielle aux jeux vidéo. Cette année, ça a changé, on va le voir. Il y a d'ores et déjà des collectifs qui se sont opposés à cette classification d'une manière générale, ou au moins une inquiétude sur les conséquences de reconnaître officiellement cette addiction. Alors, addiction à la base, le mot, ça vient d'où ? Ça vient d'un terme juridique à la base. Et il faut attendre les années 60 pour que le terme apparaisse en psychiatrie et remplace celui de toxicomanie. À l'époque, on parle de conduite de consommation d'une drogue provoquant la dépendance physique et ou psychologique. La drogue, du coup, à ce moment-là, c'était un produit stupéfiant. Donc du coup ça c'était une définition qui se limitait aux produits chimiques, qui avaient une action chimique et donc ça excluait toutes les addictions comportementales. Mais le concept d'addiction comportementale existe déjà depuis 1945, de toxicomanie sans drogue finalement. En 90, il y a une définition qui essaye de faire un peu le consensus de Goodman, qui dit que l'addiction est la répétition d'actes dont le but est de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur maintenu malgré les conséquences néfastes pour le sujet, avec quelques critères. Donc l'échec à contrôler le comportement, la poursuite du comportement malgré les conséquences négatives, le produit devient la préoccupation centrale de l'existence et l'augmentation de la tolérance. Donc là, si on suit cette description et cette définition, on peut se dire qu'a priori, le terme addiction peut s'appliquer à la pratique des jeux vidéo. Il ne s'agit pas d'une dépendance physique, mais d'une dépendance plutôt psychique. Alors moi, les années précédentes, je parlais plutôt donc de cyberdépendance. Le terme en regroupait la dépendance aux jeux vidéo, jeux en ligne et jeux de hasard, à Internet, notamment les réseaux sociaux, et à la cyberpornographie aussi. Ça, c'est quelque chose que je parlais en milieu scolaire, notamment aux parents, cette question-là. Alors pour l'addiction ou la dépendance, appelez ça comme vous voulez, à la cyberpornographie, il y a le film Dungeon, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un film un peu humoristique, dans Dungeon comme Don Juan, qui est l'histoire d'un barman plutôt beau gosse, qui a pas mal de conquêtes, mais qui préfère toujours la pornographie sur Internet. Alors, il est interdit aux moins de 12 ans, je trouve qu'il est quand même assez cru, donc le fait de pas voir à des adolescents quand même, hein, mais c'est assez intéressant parce que c'est, à ma connaissance, le seul film qui traite de cette dépendance-là, et sur une modalité un peu humoristique, un peu légère, donc ça peut être intéressant à regarder, plutôt pour les adultes, hein, naturellement. Donc, j'ai utilisé le terme de dépendance. Alors, dépendance, addiction, est-ce qu'on peut faire une différence ? Alors, ça se discute. J'aurais tendance à dire que l'addict, il ne peut pas fonctionner sans l'objet, que le manque est vraiment invalidant. Tandis que le dépendant, il peut temporairement se passer de l'objet et que le retour à l'objet est après du plaisir, finalement. Donc, on a la notion de manque qui n'est pas tout à fait la même. Et un point central dont on reviendra tout à l'heure, c'est l'éventuel dysfonctionnement social et dans d'autres domaines que ça impose ce rapport au manque, tout simplement. Alors, concrètement, on a parlé de l'OMS. Il existe officiellement, reconnu, 2 grandes classifications des maladies mentales. Il y a d'un côté le DSM, OIS. Donc le DSM, dont vous avez la version abrégée ici, qui définit les maladies mentales, et en face, la CIM, CIM, Classification internationale des maladies. Donc on va voir clairement qu'est-ce que disent ces 2 références. Alors, c'est des références qui sont indispensables en psychiatrie, bien évidemment, mais qui sont quand même controversées sur certains points. Ce n'est pas la question aujourd'hui, mais on va quand même voir un peu, essayer de détailler ce qu'il est dit. Donc, dans le DSM-5, le manuel diagnostique des statistiques des troubles mentaux, on parle depuis les années 80 du jeu d'argent pathologique. On m'entend toujours là ? Oui, j'ai l'impression que ça baissait. Mais il n'y avait pas de référence à l'addiction. Alors, on avait parlé dans la dernière version est sortie en 2013, c'était parlé. Est-ce que le jeu vidéo va apparaître ou pas ?
Finalement, dernière version, non, ça n'est pas apparu. En revanche, il y a une référence dans la version complète, du coup, d'un usage pathologique du jeu sur Internet, Internet Gaming Disorder, désolé, hein, l'accent anglais, c'est pas mon truc, qui existe en annexe. C'est dans les options proposées pour des études supplémentaires. Alors concrètement, cette partie-là, c'est-à-dire, on ne le définit pas encore comme un trouble mental, mais il y a un truc à réfléchir, à voir pour les prochaines versions, à voir selon l'avancée de la recherche finalement. Et c'est l'addiction. L'usage pathologique des jeux serait défini comme une utilisation persistante et répétée d'Internet pour pratiquer des jeux, souvent avec d'autres joueurs, conduisant à une altération du fonctionnement ou une détresse cliniquement significative, comme en témoignent des critères, sur une période de 12 mois. Alors, deux trucs intéressants. Un, on parle que des jeux sur Internet, déjà, les jeux en ligne. Et deuxièmement, il faut que ça se manifeste pendant au moins 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Avant, ce serait prématuré de parler de ça. Alors, c'est pas parce que ça met la puce à l'oreille, mais il faut que ça s'observe sur un certain temps. En termes de critères, donc plusieurs critères, une préoccupation des jeux, c'est-à-dire le fait d'y penser, d'y revenir régulièrement. Le symptôme de sevrage, alors ça se voit assez fréquemment. Si vous avez un adolescent qui joue beaucoup et que vous le privez du jour au lendemain, le fait d'être sevré d'un coup, ça peut être assez compliqué, voire assez violent. On m'a reporté des manifestations violentes d'une coupure brutale du jeu. Donc ça, c'est le syndrome de sevrage quand on arrête. La tolérance, c'est-à-dire que du coup, la personne qui joue a besoin de jouer de plus en plus longtemps pour pouvoir être satisfaite. Tentative infructueuse de contrôler, c'est-à-dire j'essaye parfois d'essayer de moins jouer pour pouvoir continuer ma vie, mais j'y arrive pas. Perte d'intérêt pour les loisirs, ça c'est pour moi un des critères primordiaux. C'est que c'est pas forcément le temps de jeu qui va compter, c'est que je délaisse tout le reste, les autres loisirs, divertissements en général. Les conséquences des problèmes psychosociaux, hein, bien évidemment, échec scolaire, échec de la famille, du couple, perte d'emploi, ça c'est les conséquences directes. Le fait de mentir à ses proches pour pouvoir jouer plus ou en cachette. S'il y a des questions, des réflexions, n'hésitez pas, monsieur. Hein. Monsieur, n'hésitez pas à en faire participer. Hein. D'accord. Et donc, oui, qui revient à ce qu'on disait, le fait de mettre en danger des relations professionnelles. Donc, du coup, les deux se recoupent un petit peu. Donc là, il y a 9 critères. Ils en définissent, il en faut au moins 5 pour que ça puisse être entré dans cette catégorie. Encore une fois, hein, c'est pas défini comme une maladie, comme un trouble. On y pense, ça met la puce à l'oreille, il y a quelque chose à faire, mais c'est pas encore validé scientifiquement. Alors pour travailler, qu'est-ce que j'allais dire oui, donc c'est un des sujets d'une addiction comportementale qui est le plus étudié. Alors il y a des pays où c'est un peu plus radical. Hein. Par exemple en Chine, ils ont officiellement mis une addiction au jeu et par le gouvernement chinois. Et il y a un système de soins qui a été mis en place avec des camps, type camp militaire de désintoxication aux jeux vidéo. C'est assez impressionnant, presque stéréotypique, mais... on en est là. Donc le groupe de travail du DSM, ils ont étudié 240 articles et ils ont trouvé des similarités avec l'usage pathologique des jeux et des jeux d'argent. Mais il manque plusieurs choses. Il y a une question d'une définition standard. Alors, quand on parle d'addiction à la cocaïne, il y a la cocaïne, point barre. Quand on parle d'addiction aux jeux vidéo, quel jeu ? Console, ordinateur, en ligne, pas en ligne, récent, actuel, ça change tout le temps. Il y a des modes. Là, en ce moment, la mode, c'est Fortnite. Il y a quelques années, c'était World of Warcraft. Il y a eu la mode de Clash Royale ou je sais pas quoi. Donc, sur quoi on se base ? Si c'est des jeux qui sont différents, les points de comparaison sont plus compliqués. Par contre, avec un produit, c'est toujours le même. C'est plus facile. J'étais où ? Mais d'une manière générale, oui, ils pointent quand même des similarités avec les autres consommations. Oui, dis-moi. Cette remarque est non contractuelle et ne sera pas validée dans la vidéo. Donc, ce qui revient malgré tout dans toutes les études qui sont travaillées, c'est l'aspect d'accoutumance, le manque, les tentatives d'arrêter et l'altération du fonctionnement social normal. Ça, c'est quelque chose qui revient. En termes de symptômes, il est décrit que les personnes présentent ces symptômes consacrent typiquement 8 à 10 heures par jour à cette activité et donc 30 heures par semaine. Là, on est sur des très très gros chiffres, effectivement, qui dépassent la consommation de télévision dont on parlait au début. Hein. Et s'ils sont empêchés d'utiliser un ordinateur et de retourner jouer, ils deviennent agités ou irrités. Ils passent souvent de longues périodes sans manger ou dormir et les obligations habituelles comme l'école ou le travail ou les obligations familiales sont négligées.
Ça, c'est le constat. Clairement, il n'y a aucun type de personnalité particulièrement apte qui a été repéré. Il semble que la pratique soit plus élevée dans les pays asiatiques. Donc ça, c'est plutôt sur un positionnement culturel dont on va parler après, en général. Et plutôt chez les adolescents de sexe masculin, donc entre 12 et 20 ans. Ça, encore une fois, c'est peut-être plus culturel. Oui ? Alors je ne sais pas si ils, en général, vivent pour ça, mais peut-être que culturellement, il y a des éléments qui incitent à ça. Ouais. Par rapport à... Oui. Donc c'est dans la culture asiatique en général, il y aurait peut-être plus de stimulation, d'incitation à la consommation de jeux. C'est peut-être un des éléments, oui, tout à fait. Ça peut être intéressant à penser. Donc, ça, c'est la version du DSM, donc qui en parle, mais qui ne le reconnaît pas comme un trouble. Et donc, l'OMS a reconnu l'addiction aux jeux vidéo dans la classification internationale des maladies, la CIM-11. Donc, le trouble du jeu vidéo, Gaming Disorder, ça vient d'apparaître dans trouble dû à des comportements d'addiction. Et il n'y a que 3 critères, là. C'est le contrôle réduit sur le comportement de jeu, la priorité accrue au jeu et l'escalade malgré les conséquences sociales, physiques ou autres négatives. Donc pareil, ça doit s'observer sur au moins 12 mois. Et là, je pose une question toute simple. C'est quoi la différence entre un addict, par exemple au jeu vidéo tel qu'il est défini, et un sportif de haut niveau? C'est une vraie question. D'un point de vue comportemental, qu'est-ce qui fait la différence? Je pense qu'une différence, il doit y en avoir légèrement, mais il y a un regard sociétal qui influe ça, à mon avis. Le sport, c'est quelque chose qui est valorisé, et les jeux, comme on le disait, c'est quelque chose qui est plutôt vu, peut-être moins maintenant, mais qui a été vu pendant longtemps comme quelque chose un peu de puéril et d'inutile. Les artistes qui s'entraînent tout le temps, oui, il y a de ça aussi, oui. C'est les pratiques sportives et culturelles, artistiques, on va dire. Pour moi, ça se rapproche. Alors peut-être que du coup, dans les prochaines versions, on aura l'addiction au jogging, l'addiction à la guitare, l'addiction à la musique en courant. Enfin, je sais pas, on peut tout imaginer. Mais en tout cas, ça se discute. Mais moi, je ne serais pas du coup aussi catégorique. Qu'est-ce que tu as dit? Les chips? Trouble du comportement alimentaire, spécial chips, pourquoi pas, oui. Donc... L'Académie de médecine, l'Académie des sciences et l'Agence de santé publique avaient, eux, plutôt rejeté la preuve d'une addiction et parlent de pratique excessive. Donc, encore une fois, peut-être on joue sur les mots, mais dans le lien social, une addiction et une pratique excessive, c'est quand même pas la même chose. Hein. Alors, pourquoi moi je remets ça, je mets un point d'interrogation, parce que c'est le titre de la conférence, il y a bien un point d'interrogation à la fin. C'est qu'une addiction comportementale à autre chose que des drogues, il n'y a pas d'effet de dépendance physique. Le produit en lui-même ne crée pas de dépendance. Alors il peut y en avoir concrètement, oui, par le circuit de la récompense, ce qui est très présent dans le jeu, qui a un effet concret sur le cerveau, oui, mais c'est pas le produit en lui-même comme la drogue ou l'alcool qui va avoir une influence sur le fonctionnement du cerveau. Ou alors, dans ce cas-là, comme je disais, toutes les pratiques excessives peuvent être vues comme des addictions. Concrètement, à 2-3 exceptions près, il n'y a pas de mort normalement dans les addictions aux jeux vidéo ou à Internet. Alors il y a quand même un Taïwanais qui avait été retrouvé mort après 3 jours dans un cybercafé, où il y avait un petit garçon qui avait été laissé mort de faim parce que son père était parti jouer à je ne sais quel jeu dans un cybercafé. Donc techniquement, on peut imaginer que oui, il y a quelques cas ultra rares. Mais d'une manière générale, il n'y a pas de mort. Tandis qu'avec le tabac et la drogue, je ne suis pas médecin, mais statistiquement, il y en a quand même un paquet. Le phénomène de sevrage, alors il n'y a pas le phénomène de sevrage, le craving en anglais, en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a un comportement irritable, mais on n'a pas les bouffées de chaleur, la sueur et tous ces sentiments, notamment qu'on voit dans les symptômes de sevrage à l'alcool, le délirium et tout ce genre de choses. Ou alors, c'est vraiment très très rare, à ma connaissance, ça s'observe très peu. Et surtout, c'est que d'une manière empirique, c'est-à-dire concrètement, toutes les personnes qui parlent de ces troubles ne le reconnaissent que sur une infime partie des joueurs. Donc, on enlève dans la population tous ceux qui ne jouent pas, et sur ceux qui jouent, alors selon les études, selon ce que j'ai entendu et lu, c'est entre 1 à 3%. Donc, si ça concerne si peu de personnes, c'est pas pour autant que ça n'existe pas, hein, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'on finalement peut parler d'addiction ou est-ce que c'est des cas particuliers? Il y a une grosse étude en 2017 sur 2316 adultes américains. À la base, il y a 9 personnes qui cumulaient les critères sur 2003. Et 6 mois après, il n'y en avait pas plus. Donc finalement, ce qui va être intéressant de voir, c'est que l'addiction, l'utilisation excessive va avoir une fonction. Ça va avoir une place, ça va servir à ça.
Et j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais bon. Ça va? Tout va bien? Vous êtes toujours là, ça va. Alors, là, on reviendra sur la partie un peu plus clinique, on va passer sur une partie un peu plus sociale, sociologique, j'ai envie de dire. Oui, dites-nous. On participe tous ensemble, dites-nous. Alors, utilisation excessive ou, voilà, ou dépendance, c'est ça la différence. Alors moi j'avais vu une conférence il y a 2 gros centres d'addictologie spécialisés en France, et j'avais vu un des médecins de ce centre, alors je sais plus lequel des deux j'ai vu, qui parlait voilà, de chiffres de cet ordre-là. Moi ça fait du coup 4 ans et demi que je suis thérapeute, et étant spécialisé pour ça, j'ai un public qui est orienté aussi pour ça, et concrètement des cas, j'en ai eu peut-être 2, où je me suis vraiment dit, là, il y a vraiment quelque chose. Sauf que ces personnes-là ne sont pas revenues, ces adolescents, pour la simple et bonne raison que, à ce moment-là, ils n'en souffraient pas. Donc, il n'y avait pas de problème. Donc, il n'y avait pas de problème à résoudre. Probable que d'ici quelques années, si ça perdure, ils en souffriront et ils essaieront peut-être de voir quelqu'un. Mais là, au moment où on me les a amenés, il y avait clairement quelque chose qui me disait que là, on était vraiment dans tous les critères qu'on venait de décrire. Mais c'est que 2. J'en ai rencontré que 2. Donc, pour moi, voilà, c'est une pratique excessive peut-être, mais de l'addiction, comme on l'a défini depuis tout à l'heure, c'est plutôt rare, je pense, en termes de chiffres. Après, on verra, hein, la société continue à évoluer, la pratique des jeux aussi, et d'un point de vue sociétal, peut-être que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aura d'autres chiffres. Donc, du coup, ce sera peut-être autre chose. Oui. Alors, vous avez raison, une pratique excessive, c'est pas forcément, selon les conséquences, ça peut être compliqué, pathologique et à prendre en charge. La différence, c'est que si moi, on m'emmène un jeune, ou un pas jeune d'ailleurs, un adulte, qui est dans ce type de comportement, je pense y avoir plus facilement accès en termes de thérapeutique. Alors moi, je suis psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne peux pas prescrire de médicaments. Donc la seule chose que j'ai, ça va être la thérapie. Je pense que c'est plus accessible qu'une addiction, au sens où on en a parlé, où du coup on passe un cran au-dessus en termes de dépendance vraiment. Mais oui, non, la pratique excessive, clairement, moi j'ai mis un point d'interrogation sur le terme addiction. Mais pratique excessive ou dépendance ou addiction, quelque chose, il y a. Ça existe, bien évidemment. Je ne dis pas le contraire. Et ça a des conséquences qu'il faut, autant que faire se peut, essayer de prendre en charge. Vous avez raison. On va parler des conséquences un petit peu plus tard. On va essayer de réfléchir en termes de société. Ce qu'on était en train de dire tout à l'heure à propos de la société asiatique, mais qui finalement peut se penser sur notre société européenne. Hein. Il y avait... où sont-ils? J'ai perdu la référence. Les auteurs de Psychopathologie des addictions, trois psychiatres, qui soulignent que les addictions sont en fait un phénomène, sinon moderne, du moins étroitement lié à l'évolution de nos sociétés occidentales. C'est clair que c'est quelque chose qui, de ce point de vue-là, l'addiction, c'est une pathologie dominante dans notre société postmoderne. Tout ce qui est rapport à l'excès, boulimie, anorexie, suicide, addiction au sexe, aux jeux vidéo, tout ce rapport à l'excès, c'est typiquement inscrit dans la société actuelle, une société liée par le discours du capitaliste. Donc là, c'est la petite parenthèse psychanalytique. Désolé, t'aimes pas, hein mais il en faut un petit peu. Alors, je vais faire simple, hein, le discours du capitaliste, ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. Ça nous dit qu'en gros, il y a un objet vendu qui serait capable de nous combler totalement, nous faire accéder au bonheur, à la jouissance comme on appelle en psychanalyse. Donc ayez le dernier iPhone, c'est le bonheur. La dernière PlayStation avec le dernier FIFA, c'est le paradis. Et du coup on a un rapport vraiment à l'objet qui à ce moment-là devient fétiche. Pourquoi vous rigolez? Et à ce moment-là l'objet, alors c'est assez marquant parce que... Oui. Là, on voit vraiment le côté fétiche de l'objet, et c'est vraiment ça. Et moi, le truc qui me... Comment dire ça sans être... De quoi? Comment dire ça sans être désobligeant? Le truc qui me choque, qui me surprend, c'est les vidéos d'unboxing. C'est-à-dire des personnes qui se filment en train d'ouvrir une boîte de jeux d'un coffret collector. On est vraiment quelque chose d'un effeuillage, hein. On est vraiment dans quelque chose d'une composante érotique exhibée et sur un objet, quoi. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui me... Et c'est vrai que je dois dire que...
je dois dire que c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai pas encore rencontré de patients qui sont férus de ça. Ça m'intéresserait de savoir ce qui se passe à ce moment-là, ce qui est en jeu dans cette logique. Mais pour moi, il y a un tout, hein. Quand le premier iPhone, alors peut-être moins maintenant, mais les tout premiers iPhones, on entendait vraiment le terme de précieux. Bon, tout le monde a vu le Seigneur des Anneaux, le précieux, vous voyez à quoi ça fait référence, hein, d'un objet qui est vraiment aimé, qu'on va défendre jusqu'à la mort, au final, qu'on va toujours essayer un peu de toucher et qu'on l'aura jamais. La métaphore que je donne, c'est le gland de l'âge de glace. L'âge de glace, vous voyez le film avec le petit écureuil qui court derrière un gland pendant tout le truc, pendant tous les films. Il court derrière et finalement, il atteint jamais. Au moment où il le touche, il le perd. C'est un peu ça l'objet du désir, sauf que la société de consommation actuelle veut nous faire croire qu'on peut l'avoir, ce bonheur. Et le problème, c'est du coup, on devient à ce moment-là, vous sortez un nouvel iPhone qui va coûter, maintenant c'est des tarifs, hein, c'est impressionnant, c'est plus que le SMIC, un iPhone, et les gens y vont. Ils achètent, ils ont besoin d'eux, et on voit des comportements parfois un peu complètement des personnes qui n'ont pas les moyens, qui vendent leur voiture ou ce genre de choses pour pouvoir acheter le dernier iPhone. Alors, j'ai iPhone, ça peut être la dernière PlayStation, le dernier casque de réalité virtuelle ou n'importe quoi qui coûte de l'argent, hein, bien évidemment. Hein. Où j'en étais? Donc voilà, c'est un nouvel objet technologique qui vient à chaque fois combler justement cette partie-là, quoi. Et donc du coup, ce vide qui est mis en avant par la société, il est rempli par l'objet, mais aussi par d'autres choses. Par la sexualité, par des stupéfiants, par des jeux vidéo, par du sport, par n'importe quoi. Si notre société nous dit qu'on est manquant et qu'il faut mettre un objet, on a tendance à rajouter justement des produits. Donc c'est quelque chose qui est plutôt récent, hein. C'est étudié depuis globalement, les premières études aux États-Unis, c'est de 99, les Game Studies 2001, donc c'est quelque chose qui est plutôt récent par rapport quand on parle de maladie mentale, d'addiction et de ce genre de choses, hein. C'est quelque chose qui est plutôt récent. En termes de jeux vidéo, pour en revenir dessus, on l'a commencé à entendre parler quand d'addiction aux jeux vidéo? Je m'adresse aux gamers, là, il y en a. Hein? Alors, on en parlait bien avant. Hein. Alors, toi, tu parles de World of Warcraft? Ça, c'est la version la plus connue, c'était 2004, mais on en parlait déjà avant. Alors, dans les années 80, il y avait pas mal de choses, mais je pense que clairement, un des gros... Oui, ça faisait peur pour plein de raisons. Le moment où on a commencé à le voir, c'était au moment des premiers FPS, donc les jeux de tir à la première personne. Les plus connus étant Doom, Quake, Duke Nukem et Counter-Strike et GoldenEye aussi. Tout simplement parce qu'à l'époque, à partir du moment où il y a eu il y a eu Wolfenstein qui doit dater de 81, mais c'est surtout Doom qui a cristallisé le truc parce que il était violent. Il y a Hillary Clinton qui s'était officiellement prononcée sur que c'était un jeu démoniaque, c'était violent, et c'est la question de la violence. Et les gens se réunissaient en fait en ce qu'on appelait à l'époque des LAN parties, c'est-à-dire les gens amenaient tout leur ordinateur et jouaient pendant du vendredi soir jusqu'au dimanche soir en fait. Et donc là, ça a vraiment commencé à ce moment-là, au moment des jeux de tir où on combinait addiction et violence en même temps. Et chez les jeunes, c'était pas mal. Et on a commencé à dire que ça rendait addict parce que c'était réaliste. Parce que dans ces jeux, on est dans les yeux du personnage, on voit l'arme à la main. Et donc on peut soi-disant s'identifier et s'immerger dans ce personnage-là. Et il y avait vraiment quelque chose qui était de ce niveau-là. C'était plus addictif à cause de ça. Ce qu'on oublie de pointer, c'est que plus que le côté technique et technologique, c'est le côté social qui était en jeu en fait. Parce que qu'on aille faire finalement un stage de foot pendant tout le week-end ou qu'on aille faire une LAN party à jouer à Doom, c'était un peu la même dynamique. C'était on est entre potes, on coupe un peu le quotidien, on mange des chips, voilà. C'était vraiment quelque chose de la dimension sociale. Et cette dimension sociale se retrouve du coup dans les jeux MMORPG, donc jeux de rôle massivement en ligne, type World of Warcraft, où pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avancer, il faut faire groupe. Il faut vraiment se réunir. Déjà parce qu'il y a des personnages qui ne peuvent pas être passés seuls, et aussi parce qu'il y a une notion de dynamique. Mais du coup, ça entraîne justement la dépendance, dans la mesure où le groupe m'attend, j'y retourne. Mais c'est cette dimension sociale, pour certains auteurs, c'est vraiment ce qui est plus important dans le jeu, c'est la dimension sociale, que le jeu en lui-même. Hein. Donc là, effectivement, ça a commencé à s'accélérer en 97 avec les premiers MMO, et en 2004, à partir de là, il y a eu World of Warcraft. Là, c'était vraiment quelque chose de plus parlant. Alors, moi qui suis... un ancien et qui m'intéresse moins aux jeux récents, plus aux anciens. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur les jeux comme World of Warcraft? C'est plus trop à la mode, non, je crois. J'en entends plus beaucoup parler dans ma patientèle, c'est moins pratiqué. Ah. Ouais. Mais on en entend beaucoup moins parler. Moi, les parents m'amènent des gamins qui jouent à Fortnite.
Oui. Donc, oui, au niveau de la médiatisation, elle est beaucoup plus importante. Après, il y a quand même un jeu de niche au niveau de World of Warcraft. Donc, il y a toujours des gens qui jouent beaucoup, parce qu'à l'époque, ils avaient 11 millions d'abonnés, il y a toujours un peu. Jeune homme. Oui, alors que World of Warcraft, que c'est que sur ordinateur, du coup. C'est pas sur les consoles. Oui, du coup, c'est peut-être moins accessible. J'avais pas pensé à ça, effectivement. Oui. Alors, du coup, j'ai vu effectivement, la sortie est cette année. La sortie était cette année, et apparemment, ils ont eu un nombre de téléchargements, mais ultra, ultra important dès le début. Donc, il y a vraiment eu effectivement quelque chose. Oui. En fait, c'est ça, les joueurs de foot, ils ont dansé les danses du jeu, c'est ça? Ah oui, d'un point de vue commercial, ça fonctionne bien? Oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais moi, effectivement, alors j'ai essayé 5 minutes pour ma culture générale pour voir ce que c'était. J'ai arrêté au bout de 5 minutes parce que je ne comprends pas ce genre de choses. Mais des enfants que je vois et qui avancent, c'est très fréquent dans les cours de récréation qui font ces danses-là. Mais des gens qui n'ont même pas joué forcément, hein, certains. Et tout le monde connaisse les danses. Donc effectivement, d'un point de vue commercial, c'est redoutable. Je comprends pas le modèle économique d'un jeu gratuit, mais visiblement, il doit y avoir moyen de gagner de l'argent avec ça, quoi. Oui, oui. Mais alors, le modèle économique, je le comprends pas. Parce que World of Warcraft, c'était payant. Là, l'argent vient d'où, finalement? Le micro-paiement et l'autre mot que vous avez dit, c'est? D'accord. Oui, c'est les achats en jeu. Oui. Donc du coup, c'est des micro-paiements mais répétés qui font énormément de sommes à la fin, oui. Alors ça, c'est le fameux pay to win, c'est-à-dire on paye pour gagner. Et du coup, là, on peut rejoindre effectivement la dimension financière et monétaire de la dépendance au jeu. Oui, là on revient finalement dans la question des jeux d'argent. Alors sur les jeux, alors il y a vraiment deux choses différentes, hein, sur les jeux qui sont dans le sens commun le plus addictif. On a soit les MMORPG comme World of Warcraft ou les jeux comme Fortnite qui sont des Battle Royale, c'est-à-dire des affrontements réguliers et qui bouclent. C'est qu'il y a une question de sans fin en fait. Sur les jeux comme World of Warcraft, c'est des jeux qui sont très 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 vastes avec des quêtes infinies et où le contenu est renouvelé de manière générale. Donc c'est potentiellement sans fin. D'ailleurs, un des premiers jeux du genre s'appelait EverQuest, la quête infinie en fait, la quête éternelle. Donc il y a vraiment ce notion de quête qui continue tout le temps. Et dans les Battle Royale, alors un Battle Royale c'est quelque chose où tout le monde se réunit, tout le monde se massacre et il en reste qu'un. C'est des parties qui peuvent recommencer indéfiniment. Alors moi j'ai effectivement beaucoup plus de mal à comprendre l'intérêt du truc en tant que si je me mets devant l'écran, World of Warcraft, je peux comprendre qu'on puisse avancer, ça me rappelle le Seigneur des Anneaux, c'est beau, c'est joli, je veux bien l'entendre. Mais des Battle Royale, j'ai un peu du mal à comprendre. Oui, donc du coup, on est encore sur une dimension sociale, une notion de niveau. C'est l'aspect compétition, mais ça n'existe que dans... Pardon? Alors je sais pas du coup ce qu'il en est au niveau de la communauté. En tout cas, moi les patients que je reçois sont peut-être trop jeunes pour en arriver dans les hautes sphères. D'accord. Oui, oui le e-sport, c'est ça. Mais Fortnite est déjà un e-sport? D'accord. Non, je vous ai dit, moi je suis un vieux, hein, je connais que les jeux d'avant, moi. J'essaie de me renseigner sur les récents, mais je suis décalé. Hein. Ouais. Ouais. Alors ce qui était vraiment intéressant de voir sur un... Oui, on a quelqu'un dans la famille qui a un record mondial.
Oui, je pense qu'il doit y avoir des grosses sommes en jeu dans ce genre de truc. Alors, dans les jeux en général, sur Internet, il y avait la notion de virtualisation de l'interlocuteur. C'est-à-dire que sur Internet, à la base, historiquement, on était plutôt anonyme. C'est-à-dire qu'on avait un avatar, on était caché derrière. On avait vraiment le masque de l'avatar. Hein, donc, en psychanalyse, on parle de masque social quand on est en société. C'est un visage qu'on se donne alors que ça ne reflète pas forcément l'authenticité de ce qu'on est. Sur Internet, c'était d'autant plus facile. On était uniquement un pseudo et on était un avatar. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que dans les jeux, alors comme World of Warcraft, il y avait les Sims aussi, mais qui n'est pas sur une même dynamique, on projette quelque chose dans le personnage concret. Si vous jouez Mario, si vous jouez Lara Croft, c'est Mario Lara Croft, on peut pas les bouger. Si vous jouez un elfe plutôt barbu, plutôt avec les cheveux verts, plutôt musclé, ou plutôt une fille d'une autre race, c'est quelque chose de projectif, donc on a quelque chose de différent, et c'est le masque qu'on choisit de se construire, le masque de son avatar, qu'on choisit de construire pour pouvoir se donner à voir dans ce lieu social, mais virtuel. Au moment d'adolescence, où il y a vraiment quelque chose peut-être de plus compliqué à se présenter dans le lien social à cause des changements du corps et des interactions, il y a quelque chose qui est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Dans ce masque de l'avatar. Mais j'ai bien précisé avant, parce que je pense que maintenant c'est de moins en moins vrai, parce que comme tout est lié aux réseaux sociaux et qu'on apparaît plus ou moins avec son visage et son nom, cette anonymisation a tendance un peu à disparaître en fait. Donc je ne sais pas si c'est valable sur tous les jeux vidéo, mais ça a tendance à l'être sur certains, en tout cas. Il y a une chose qu'il faut savoir, en tout cas dans ces jeux, dont on n'a pas encore parlé, c'est que clairement, oui, il y a des facteurs addictifs dans le jeu qui sont faits exprès pour des raisons financières. Alors je reparle de World of Warcraft encore une fois. On voyait très régulièrement, et ça se voit, qu'ils favorisaient tous les 6 mois, tous les 1 an, une nouvelle classe. Alors dans le jeu, on peut être un guerrier, un mage, un paladin ou je sais plus quoi. Et de temps en temps, ils faisaient une modification qui faisait qu'une des catégories montait d'un coup. Et les gens qui avaient tendance à abandonner le jeu revenaient refaire un personnage et rejouer depuis le début parce que ce personnage-là était plus puissant. Donc là, on voit clairement que les facteurs addictifs sont manipulés ouvertement parce que du coup, c'est payant. Donc oui. Alors, il faut être clair qu'il y a 2 choses. Il y a le facteur addictif discret, c'est-à-dire comme World of Warcraft, et il y a le facteur visible où il faut payer vraiment. Donc là, c'est direct. Effectivement, vous avez raison. Maintenant, c'est devenu direct. Oui ? On parle du football réel ou dans le jeu ? Ah, j'avais pas vu des chiffres aussi gros quand même. De l'argent du jeu, d'accord, ouais. Non, j'ai eu peur. Hein. C'est vraiment intéressant, hein. C'est là, on est vraiment dans la société de consommation, l'argent et la quête à l'objet, la quête et qui rend vraiment accro de ce point de vue-là. Ça fonctionne bien finalement, ça a mis quelques années à être mis en place, mais le système fonctionne malheureusement très bien. Et moi, c'est vraiment intéressant parce que je travaille, comme je disais, pour une association dans un quartier très défavorisé. Donc les personnes ne payent pas les consultations. Clairement, ils n'ont pas les moyens. Ils sont dans des logements sociaux, ils ont le minimum social. Et j'ai des jeunes qui me disent « Ah oui, j'ai acheté ce qu'ils appellent un skin, c'est-à-dire une texture différente pour une arme, 50 €. » Je vais dire « Mais je connais les revenus de la famille, quoi. » C'est complètement disproportionné, du coup. Quand on dépense 50 € dans un jeu alors qu'on gagne 4 000 €, c'est ça. Mais pour des personnes qui sont au RSA, dépenser 50 € pour un bonus dans un jeu, c'est même pas un jeu, c'est un truc en plus qui change même pas le. C'est effectivement quelque chose de questionnant. L'autre, alors on parlait des paiements dans FIFA, mais l'autre moment où ça se voit vraiment, c'est les jeux comme Candy Crush Saga. Donc ça, tout le monde a plus ou moins entendu. C'est intéressant, c'est que ce genre de jeu, c'est des jeux qui ne sont pas forcément des jeux pour les joueurs et qui touchent énormément de monde. Candy Crush Saga, vous jouez, et quand vous perdez, vous devez attendre. Vous devez attendre 1h20 ou 1h40, je sais plus, que les vies reviennent.
Alors la différence, c'est que les niveaux de difficulté sont truqués et ça se voit. C'est-à-dire vous avez un niveau de difficulté progressif et d'un coup ça devient très dur. Donc c'est là le moment où exprès il joue sur la corde de la frustration pour vous payer. Alors normalement la frustration dans un jeu vidéo, alors un jeu vidéo classique, vous perdez contre l'ordinateur, vous recommencez jusqu'à ce que vous y arrivez. C'est typiquement une pratique de même type qu'un sport. Je m'entraîne pour être meilleur. Frustration me donne envie de recommencer, de m'améliorer. La frustration, boum, c'est carte bleue ou rien. Donc c'est vraiment assez machiavélique d'utiliser cette corde de la frustration qu'on voit dans le jeu classique ou dans le sport, mais sur des vertus vraiment uniquement financières. Et là, encore une fois, autant dans World of Warcraft c'était subtil, autant là, ça se voit, hein, tout simplement. Complètement. Ah, tout ce genre de choses. Mm. Alors, cette notion de frustration, elle est intéressante d'une manière générale dans le jeu vidéo parce que moi, j'ai des parents qui viennent me voir en me disant « Oui, je vois que si jamais je le perturbe ou si je lui dis que c'est l'heure de manger ou d'arrêter, il est frustré, il veut continuer et donc le jeu c'est frustrant, donc le jeu c'est négatif. » La notion de frustration, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ça se retrouve au jeu, mais dans les jeux vidéo, mais en sport aussi. Le sport ou les jeux vidéo, ce qui est intéressant, c'est que la présence, il y a des règles en fait. Et on ne gagne pas à chaque fois. Si on avait un jeu vidéo ou un sport où on est sûr de gagner, ça serait tout de suite moins intéressant. C'est qu'il y a des règles qui empêchent de gagner et qu'à un moment, on est frustré. Et donc, ça veut dire que le monde virtuel, déjà, c'est pas un espace de jouissance absolue, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Par exemple, là maintenant, on en parle moins, mais à l'époque, tout le monde parlait de GTA V. GTA V, les parents voyaient ça comme un espace où on peut tout faire. Alors oui, c'est des jeux qu'on appelle des sandbox, c'est-à-dire qu'on a un scénario, mais on peut faire ce qu'on veut à côté. Sauf que dans le jeu, si le joueur a envie d'abattre des personnes dans la rue, il y a la police qui lui tombe dessus, il doit les éviter. Donc oui, il peut créer les actions qu'il veut, mais dans le jeu, il y a des règles et des conséquences malgré tout. C'est pas un défouloir sans nom, même si effectivement, d'un point de vue violence, c'est pas adapté aux enfants. Ça, on est bien d'accord, je le remets pas en question. Mais il y a vraiment des règles de ce point de vue-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cet apprentissage de l'effort, on fait faire du sport aux enfants aussi pour ça, pas que pour le physique, pour apprendre que quand on a perdu, on s'entraîne et on recommence. Ça se retrouve dans les jeux vidéo. Donc la notion de frustration, je pense que c'est pas forcément négative, c'est les conséquences d'une frustration mal gérée qui est négative. Je suis frustré, j'envoie balader mon clavier, je le casse, c'est une frustration qui est mal gérée, c'est une conséquence négative, oui. Par contre, je m'entraîne et je sais qu'il faut persévérer. C'est une compétence qui sera utile pour le sport, pour le marché de l'emploi, en général en fait, je pense. Donc le jeu vidéo permet aussi, comme plein d'autres choses naturellement, de travailler ça, tout simplement. Tout va toujours bien? On est aux 2/3, on continue? Ouais. Donc, est-ce que le jeu est une cause en lui-même? On a vu qu'il y avait dans le jeu des facteurs addictifs. Oui, ils y sont, mais c'est pas suffisant pour expliquer une dépendance qui peut parfois déraper sur quelque chose de plus. Il y a a priori plusieurs facteurs psychologiques qui sont là à la base. Si les personnes ont je pense, une utilisation excessive, c'est que le jeu va venir combler quelque chose. Il y a un manque, un trou, et ça vient faire pansement. On peut utiliser la métaphore d'une béquille aussi. Donc le but du jeu, c'est quand on me dit « Ah, mais il joue trop, est-ce que je devrais l'en empêcher ?» Enlevez-lui la béquille, il va tomber. Il en aura besoin d'une autre, il va trouver autre chose. Le symptôme va se déplacer ailleurs. Généralement, moi, quand on emmène un enfant en thérapie, je ne travaille pas directement sur le symptôme. Alors oui, on va en parler. Il est d'ailleurs généralement le jeune très content de savoir que je sais à peu près de quoi il parle. Moi, j'ai entendu, on m'a rapporté un thérapeute qui disait de toute façon, tu ferais mieux de te coucher plus tôt pour être réveillé en classe au lieu de passer du temps sur ces conneries. Le terme connerie a été utilisé. Un thérapeute qui dit ça, il a perdu le gamin. C'est fini. C'est un jugement de valeur. Il n'est pas du tout dans la réalité du patient, donc ça ne marche pas. Donc là, quand il y a un thérapeute en face qui dit « Ah oui, tu joues à quoi? Fortnite Ok, ça c'est quelqu'un qui ne va pas me regarder. Il a peut-être l'habitude des adultes qui regardent en disant « Les jeux vidéo, c'est pour les enfants et tous les stéréotypes qu'on peut entendre. Tu joues trop. » Il a un adulte en face de lui qui peut l'écouter. Rien que ça, déjà, c'est déjà thérapeutique en soi. Oui? Non, quelqu'un a à dire quelque chose? D'accord ou pas d'accord? D'accord. Alors, une des choses qu'on a vues dans la littérature aussi, c'est la fonction cathartique du jeu. C'est-à-dire que si j'ai des problèmes dans ma réalité, je vais utiliser l'espace virtuel pour pouvoir en faire quelque chose.
La catharsis, c'est quelque chose qui revient à l'époque d'Aristote. Hein. C'est vraiment quelque chose qui était dans le théâtre. C'est-à-dire qu'en voyant les tragédies, ça me permet de les sublimer, justement, c'est-à-dire de les faire passer autrement. Alors, cette théorie, elle est plus ou moins reconnue ou validée ou pas selon les auteurs. Mais alors, si on sort du jeu vidéo, on donne un autre exemple. J'avais un patient, quand j'étais stagiaire d'ailleurs, il mettait des bonhommes par terre, il prenait une voiture, il les écrabouillait, mais vraiment violemment, et il éclatait de rire à chaque fois qu'il les voyait démembrés. Et il a fait ça pendant une demi-heure de séance. Bon. Pour lui, ça disait quelque chose de cette frustration, de son impuissance d'un petit garçon qui avait des parents séparés, qui choisissait pas, une mère qui allait pas super bien, et lui, il pouvait se défouler justement, il pouvait avoir lui un impact sur, symboliquement, une personne qui était un jouet. Ça fait pas de lui un psychopathe, hein, ça fait absolument pas rien de négatif, mais il jouait. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'il puisse le faire. Bon. Maintenant, la même chose en jeu vidéo. Bah, pour moi, ce sera une bonne chose. Si jamais il a envie, alors sans compter le côté violent évidemment, hein, mais s'il a envie, alors ce qui s'est voyé par certains thérapeutes, par exemple dans les Sims, la seule façon de tuer un Sims à l'époque, c'était de le mettre dans la piscine, d'enlever la barrière et d'attendre qu'il meure de fatigue, parce qu'il ne pouvait pas sortir. S'il fait ça, moi ça ne dit pas que c'est un psychopathe, ça dit qu'il dit quelque chose de son rapport au monde. J'ai pas d'emprise sur mon monde réel, je suis un enfant, je dois aller à l'école où on me dit, je dois aller au sport quand on me dit, je dois aller chez papa, maman le week-end, j'ai pas choisi. Là j'ai un pouvoir sur les autres humains. Donc du coup, c'est un côté cathartique, c'est un côté je mets quelque chose dans le jeu. C'est quelque chose qui pour moi est intéressant, je pense. Après, un autre point, est-ce qu'une surconsommation de jeux chez un jeune, c'est pas aussi, alors je le vois parfois, c'est pas le cas tout le temps, il faut être clair, de la place du parent, de ce qu'il en dit. Quand j'ai un enfant qui vient, oui, mon enfant joue trop. À quoi joue-t-il ? Je sais pas. C'est quand même pas anodin, ça. Je sais pas. Et maintenant, c'est Fortnite. Mais à l'époque où c'était GTA, je sais pas, c'est un peu plus dérangeant quand même. Alors moi, quand je faisais mes interventions en milieu scolaire, donc j'avais les enfants la journée, et le soir, on faisait des conférences auprès des parents. Et alors, je m'étais amusé, un peu vicelard, je vous le cache pas. J'ai pris tous les morceaux choisis de GTA 4 et de GTA 5. J'en ai fait une vidéo de 3 minutes 30 et je leur diffusais. Voilà ce à quoi jouent vos enfants. Dans les vidéos, j'ai mis les vidéos qu'on voit de base, hein, pas qu'on va chercher, des vidéos qu'on voit de base, et des scènes de jeu. Alors, du coup, il y avait dans GTA 4 la scène sadomaso d'entrée, la mise à mort avec une balle dans la tête, il y avait les scènes sexuelles de GTA 5. J'ai tout mis, et je voyais les parents au bout de la vidéo qui commençaient à devenir tous de plus en plus blancs. Je dis, mais moi, ce que je conseille aux parents qui ont à un moment donné un problème avec leur jeune, avec le jeu, vous prenez 1 heure, vous allez vous asseoir avec votre jeune, et vous dites, voilà, montre-moi à quoi tu joues, et essaie de m'expliquer pourquoi c'est bien. Rien que ça, déjà, ça change la donne. Parce que au lieu d'avoir un aspect négatif sur je critique ce que tu fais et c'est spontanément mauvais, je regarde, je m'y intéresse. Voilà. De la même façon, moi, quand ma fille a fait des coloriages de princesses, ça m'intéresse pas les princesses, mais j'y vais parce que je m'intéresse à ce qu'elle fait. Ben, c'est un peu la même chose en fait. C'est la même logique, tout simplement. Et effectivement, si jamais un parent voit GTA 5 avec des scènes où on abat des prostituées, il se dira bah tu vas peut-être jouer à Lego City plutôt qu'à GTA, quoi. Enfin, d'un point de vue éducatif, c'est un acte éducatif. Donc peut-être qu'aussi, c'est pas le cas partout, hein, mais sur une petite partie, j'ai lâché à un moment donné l'utilisation du jeu parce que oh, ça m'intéresse pas, c'est pour les gamins. Et du coup, la consommation a commencé à déborder. Quoi qu'il en soit, ce qui fait qu'on se retrouve sur une utilisation excessive du jeu, c'est toujours polyfactoriel. C'est pas que le jeu. Il y a des facteurs du jeu. C'est la rencontre entre un produit, une personne et un moment de vie. À un moment donné, il y a un jeu qui est plus addictif que les autres au sens commun du terme. Il y a un moment où je me sens faible, j'ai une problématique que je ne peux pas symboliser, dire autrement. Et c'est le moment. Ça s'est rencontré pile à ce moment-là et c'est ce qui fait que ça. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui est polyfactoriel. Et du coup, dire c'est le jeu vidéo, bah, j'ai envie de dire oui et non. C'est le jeu vidéo et on regarde le reste aussi, finalement. Alors après, c'est vrai qu'Internet, de base, il avait fait flamber la chose. Alors, Internet, par exemple, quand on parlait du jeu pathologique, les personnes qui se sont fait interdire de casino, depuis Internet, ils peuvent jouer en ligne maintenant. Internet, c'est vrai que c'est un facilitateur pour ça, et Internet en lui-même, il y aurait des choses à dire sur la dépendance à Internet au sens large du terme. C'est pas l'objet du jeu du jour, donc ça serait l'objet d'une conférence en entier. Hein. Mais sur l'utilisation d'Internet en général, il y aurait quelque chose à dire. Oui ? Les réseaux sociaux, effectivement, oui. Ah ben, des heures et des heures passées sur les réseaux sociaux, sur Facebook, finalement. De l'intimité, même sans photo, j'ai envie de dire. Dans l'intimité,
Il y a vraiment quelque chose de ça. Et alors, une petite parenthèse, hein, tous les parents qui mettent des photos de leur enfant sur Internet, il y a aussi quelque chose à réfléchir. Qu'est-ce que tu dis ? Oui. Ça, c'est l'objet d'une conférence aussi. Et encore une fois, c'est des choses que je mettais en avant quand je parlais, quand je faisais les conférences auprès des parents en milieu scolaire. Mais ça, encore une fois, c'est un truc, j'écrirai peut-être un article dessus parce que j'en vois tellement, et y compris dans mes contacts, que voilà. Alors, j'ai plus les chiffres, hein, mais il y a un nombre, c'est de genre les 3/4 des enfants sont présents sur Internet, donc avant l'âge de pouvoir comprendre le concept. Et il y a un certain pourcentage avant la naissance. C'est-à-dire les photos de l'échographie sont présentes sur Internet aussi. Mais pas 1 ou 2%, hein, quand même, un peu plus, quoi. Donc ils existent déjà. Il y a des personnes qui sont en direct en l'accouchement. Je vais à la maternité, j'ai les contractions, on va placer la péridurale, voilà, ce genre de choses. Ou la personne, elle sort de l'hôpital avec son enfant et l'enfant a une page Facebook à son nom. Que des choses comme ça. Bon, encore une fois, on va fermer la parenthèse. Voilà. Alors au niveau des conséquences de cette addiction / dépendance / pratique excessive, il y en a dans le réel, bien évidemment. Problèmes physiques, mal au dos, mal aux yeux, des crampes, voire des escarres pour les cas les plus extrêmes, problèmes de malnutrition. Ah oui, pour les personnes qui passent 3 jours d'affilée sans bouger, oui. Problème de malnutrition, donc malbouffe, soit perte ou prise de poids, c'est réel, ça arrive dans certains cas. La comorbidité des produits, c'est-à-dire la consommation de tabac ou d'alcool ou de drogue peut augmenter drastiquement quand on a une pratique excessive de ça, c'est réel. Des problèmes psychiques, augmentation de la dépression, de culpabilité, irritabilité et des symptômes pathologiques qui étaient déjà là avant. C'est-à-dire que le jeu va finalement une pratique excessive va mettre de l'huile sur le feu de ce qui était déjà là finalement. Et comme on le disait, les problèmes sociaux, amaigrissement de la vie sociale, isolement, échec scolaire et perte d'emploi d'une manière générale. Donc ça, c'est quelque chose qui est réel et il faut le prendre en compte, bien évidemment, quel que soit le terme et quelle que soit la pratique. Le fait d'avoir reconnu l'addiction cette année par l'OMS, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sociale ? Je dirais que d'une part, le regard sur le jeu empire, à mon avis. C'est-à-dire que maintenant, c'est une maladie. Donc ça risque, comme je disais au début, maintenant, peut-être en entendant... Oh là là, je vais pas y arriver. Le jeu était peut-être moins le bouc émissaire depuis quelques temps. Peut-être que justement, ça va être de nouveau pointé. Le gros problème, c'est que si c'est rentré dans les classifications, il va y avoir un traitement médicamenteux. Alors, un traitement médicamenteux quand on a une maladie mentale, c'est primordial. Par contre, il y a certaines classifications, notamment le DSM a été critiqué pour ça, hein, c'est que parfois on se retrouve, notamment aux États-Unis, à donner de la Ritaline à des enfants parce que tout le monde est diagnostiqué hyperactif du jour au lendemain, alors que sur tous ceux qui sont diagnostiqués, il y en a des vrais qui ont vraiment besoin d'un traitement, mais on en donne trop. Alors peut-être que du coup, s'il y a addiction aux jeux vidéo, tu vas avoir tel cachet qui va te permettre de moins jouer. Alors à la fin du compte, il ne faut pas oublier que ces traitements sont utiles dans certains cas, mais ont quand même un effet sur le cerveau, c'est quand même pas anodin non plus. Donc c'est quand même à penser. Et l'autre, la reconnaissance de ce trouble, ça va entraîner des thérapies. Donc du coup, on a les fameux camps de travail de désintox en Chine et en Corée. Il y a l'American Addiction Center aussi aux États-Unis, qui commence à s'y mettre. Hein. Donc ça fait un peu des petits camps militaires, quoi, finalement. On fait de l'exercice, on se lève à pas d'heure. Ce qui est bien en soi, hein, mais je pense que quand ils rentrent, a priori, ça fonctionne pas. Hein. Oui, une cassure nette, ça n'a pas trop de sens, en fait, je pense. C'est quelque chose... c'est la question du est-ce que le service militaire, c'est bien pour les jeunes ? Ça se discute, oui. Mais alors, mettre dans un camp extrême, d'un coup, une certaine partie de la population à cause d'eux et pas d'autres, là, par contre, c'est un peu plus moyen. Et le gros avantage, voilà, c'est que du coup, ça va peut-être intéresser plus de thérapeutes qui connaîtront plus le sujet. Donc du coup, ça peut être intéressant, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des thérapeutes qui en face connaissent ce que c'est que le jeu vidéo et plutôt que de parler sur des stéréotypes ou des préjugés. Ça peut être un aspect un peu plus positif. Combien de temps il me reste ? Oh, 5 minutes. Bon, écoutez, alors 5 minutes. Je vérifie, je synthétise. Bon, on va zapper cette partie-là alors. Alors le problème, c'est que maintenant, comme il y a des critères objectifs, on peut s'appuyer dessus, mais alors à l'époque, en termes de diagnostic, on pouvait partir sur un peu n'importe quoi. Je m'explique. Les personnes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo peuvent être confondues avec autre chose qui peut être présent quand même. De la dépression, tout simplement. Pourquoi pas ? Alors on peut être dépressif et jouer parce qu'on est dépressif, mais c'est pas parce qu'on joue beaucoup et qu'on sort pas qu'on est dépressif. Mais par contre, on peut le devenir. Donc, il faut vraiment faire la différence entre tout ça. La mélancolie, c'est-à-dire vraiment le stade du « j'abandonne la vie », oui, pourquoi pas, mais encore une fois, être vigilant.
La phobie sociale. La phobie sociale, c'est quelque chose qui existe. Il y a des traitements par rapport à ça, des thérapies. Oui, mais si on joue beaucoup, c'est pas forcément parce qu'on a une phobie sociale. Ça peut, mais c'est pas obligatoire. Les troubles psychotiques. Alors, par exemple, la paranoïa, je sors plus de chez moi parce que tout le monde m'en veut, tout le monde m'espionne. Ou la schizophrénie, je sors plus de chez moi parce qu'il y a des voix dans ma tête qui me disent de pas le faire, ou parce que si je passe le pas de la porte, je vais fondre. Voilà, je sais pas. C'est quelque chose qui est réel, mais encore une fois, il faut vraiment faire la différence entre les deux. Et l'autre chose, c'est tous les troubles du spectre de l'autisme. Alors, les troubles du spectre de l'autisme, clairement, c'est pas spécialement ma spécialité, redondance. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont écrites récemment, qui font bouger tout ce qui avait été dit auparavant. Donc oui, on peut avoir certains troubles de ce type-là et jouer à l'excès. Oui, mais ça va pas forcément tout le temps avec, bien évidemment. Ce repli social massif n'est pas forcément obligatoire avec. Par contre, on sait que dans certains troubles du spectre de l'autisme, il y a la question du regard, le regard de l'autre qui est compliqué. On voit quand on fait des études que certaines personnes qui sont atteintes de ces troubles ne regardent pas les personnes dans les yeux, mais regardent là, là ou là. Donc effectivement, le fait de regarder un écran, voire de jouer avec quelqu'un, mais en regardant l'écran, pas en se regardant dans les yeux, ça peut être positif. Quoi qu'il en soit, c'est deux choses séparées, vraiment à penser de manière différente. Est-ce qu'il y a une évaluation pour ça? Donc on a des critères maintenant, on peut s'y fier. Il y a quelques questionnaires. Là, j'ai un questionnaire que j'avais noté, le questionnaire indicateur de dépendance aux jeux vidéo. Il y a 30 questions. Ça vaut ce que ça vaut. Je pense qu'en tant que test, il ne faut pas le prendre comme un résultat qui est validé. Le gros avantage, c'est que quand on parle de ça, ça permet d'ouvrir le dialogue. On a quelque chose de plus objectif, on a un type de jeu, un nombre d'heures, ça permet d'ouvrir le dialogue, donc c'est intéressant. Moi, je m'en sers jamais, mais je pourrais effectivement, si jamais j'ai quelqu'un qui est réfractaire, dire voilà, on passe ce questionnaire ensemble, ça permet d'en parler finalement. Après, la note à la fin, j'ai envie de dire, on s'en moque. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est scientifiquement arrêté, mais c'est un élément qui permet de juger. D'une manière générale, les conseils que je donne aux parents, c'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est le nombre d'activités en parallèle. Si je joue beaucoup, mais qu'à côté je fais beaucoup de sport, beaucoup de culture et tout, pourquoi pas? Par contre, si je joue un certain nombre qui a l'air raisonnable, mais que c'est le centre de ma vie, là, c'est plus compliqué. Donc, alors après, quand je dis c'est pas en nombre d'heures, quand on est à 35 heures par semaine, on se doute que c'est trop, hein, bien évidemment. Hein. Mais sur des plus petits chiffres, c'est pas que le nombre d'heures, hein, c'est le nombre d'activités en parallèle. L'hygiène de vie. Alors, quand on vit seul, il y a autre chose, mais quand on vit avec des gens, on prend normalement les repas ensemble, et quand on est un enfant, on se couche à l'heure que les parents indiquent, plus ou moins. Et l'hygiène de vie, hein. On se nourrit à peu près normalement, on se lave à peu près une fois par jour ou quelque chose comme ça. Ça, s'il y a un problème de ce point de vue-là, que ça fait 15 jours qu'il n'est pas sorti de sa chambre et qu'il se nourrit que de pizza, on peut s'inquiéter, effectivement. Les conséquences physiques, il a perdu 15 kilos, il a des cernes comme ça, il a mal au dos, il a mal à la tête tout le temps, il prend du paracétamol tout le temps et il dort pas. On peut s'inquiéter aussi. C'est que ça peut être plein de choses, mais ça peut être lié à ça. La chute des résultats scolaires, bon ça c'est un indicateur assez puissant, même si bien évidemment il y a plein d'autres raisons qui peuvent indiquer une chute de résultats scolaires. Et au travail, je me suis fait virer 12 fois, oui, parce que je suis fatigué parce que je joue toute la nuit. Oui, c'est un indicateur qui a peut-être un problème. Le fait de mentir, hein, oui, je suis allé me coucher alors qu'en fait il a joué la moitié de la nuit. Le fait de mentir, c'est pas anodin. Alors, aux parents ou aux conjoints, ça marche aussi. Hein. C'est bon, elle dort, je me lève pour aller jouer, voilà quoi. Trouble de l'humeur, donc encore une fois, qui peuvent être liés à plein d'autres choses, mais l'irritabilité, une position défensive. Ouais, non, c'est bon, tu comprends pas, cherche pas à comprendre, je joue. Non, c'est bien, je veux pas entendre parler. Dès qu'on questionne la consommation, il y a non, j'ai pas de problème avec le jeu, j'arrête quand je veux, comme la cigarette et l'alcool. Hein. Je sens que je joue trop. Moi, j'avais une connaissance qui me disait je joue à Counter-Strike, il est 3h du matin, je veux arrêter, mais je relance une partie, j'y arrive pas. Là, on est vraiment j'essaye, mais j'y arrive pas. Quand ils arrivent déjà à verbaliser ça, c'est déjà un gros chemin qui a été effectué. Hein. C'est pas tout le monde, mais là, c'est que tous les voyants sont a priori au rouge. Hein. Les dépenses, hein, comme je disais, quand financièrement ça commence à dépasser les moyens du joueur, ça devient compliqué. Hein. Et l'usage de substances psychoactives, je me suis mis à fumer, je me suis mis à consommer du cannabis, de l'alcool. Là, c'est quelque chose qui va être en jeu. Ou alors je fumais 4 cigarettes par jour et maintenant j'en fume 3 paquets parce que je suis toute la journée en train de jouer. C'est un indicateur. Et 1 minute près, je suis bon, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? On peut ouvrir le débat, puisque comme il n'y a pas de conférence juste après, on a un peu de temps pour nous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, poser des questions, ou ce qu'il en est? Oui, c'est ce que je viens de dire. Est-ce que je passe le micro pour les questions pour que ce soit enregistré ou pas? Parce que c'est pour la prise de son, c'est ça? Sinon, enfin...
Vous avez un droit de regard sur la vidéo si vous voulez. Oui, donc en fait, je pensais que le jeu vidéo, ça pourrait aussi être vu comme un média. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu vidéo, c'est qu'un média. Et par exemple, pour les jeux en ligne, c'est un média qui permet d'avoir une activité sociale. Et en fait, la dépendance, elle est sociale, en fait. Parce que les personnes, les joueurs pour les MMO, ils se sont engagés dans quelque chose de commun. On fixe des rendez-vous, on doit respecter un rendez-vous, on doit respecter sa parole. Alors le côté social, effectivement, il est là et tu as bien raison. Et c'est une médiation avec les pairs, PAIRS, avec éventuellement, ça peut l'être une médiation avec, comme on disait, avec le parent qui vient s'installer, ou ça peut être une médiation avec le thérapeute, oui. Le problème, c'est que le côté social des jeux est aussi ce qui fait qu'on va consommer trop. Donc c'est d'un côté une médiation, parce que dans l'absolu, il vaut peut-être mieux discuter avec plein de gens sur Internet plutôt qu'être complètement seul, ce qui arrive clairement très rarement aussi. Mais il y a des effets pervers de cette sursocialisation virtuelle, en fait. Mais oui, ça peut être une médiation, je pense, d'une manière beaucoup plus générale que ce que tu viens de dire. Ça peut être une médiation, le jeu. Voilà, et pareil pour les jeux en ligne avec de l'argent, donc. Le jeu vidéo, c'est un média pour accéder à un casino virtuel. Alors du coup, j'utilise pas le terme de médiation pour ça, j'utilise le terme de... C'est un substitut, finalement. Oui, d'accord. C'est plus un substitut que médiation. Pour ceux qui étaient interdits de casino. Ah oui. Voilà. Là, depuis que la loi elle est passée, notamment... Avant, les personnes utilisaient un VPN, c'est-à-dire qu'ils se connectaient avec une adresse étrangère pour pouvoir utiliser ce service. Depuis que ça a été légalisé en France, le jeu d'argent, depuis quelques années sur Internet, là, c'est freestyle. Hein, donc, oui. Voilà. Merci. Autre chose. Micro. Attention le câble. Les jeux ont aussi des vertus thérapeutiques. Oui. Moi, je m'en aperçois dans l'école que je gère, où les enfants, c'est une école un peu spéciale, les enfants sont totalement libres de faire les activités qu'ils veulent, y compris les écrans. Et on accueille des phobiques scolaires, des phobiques sociaux, des hyperactifs, on a un peu toute la catégorie des HP. On a de tout. Et des solitaires, et on s'aperçoit, je découvre, parce que je suis aussi psychothérapeute, je découvre qu'ils sont capables de jouer ensemble, que tous ces gens qui sont censés être seuls, isolés, asociaux, se rejoignent en fait sur ces jeux et vont en fait s'auto-thérapeutiser tout seul. Et ça se passe avec un naturel, ça se passe en douceur, ça se passe très bien. Et ils retrouvent le plaisir de parler, pour certains, ça en est arrivé là, de parler, d'être ensemble, de jouer ensemble, d'avoir des points communs, de partager. Et puis de là, ça passe à viens, on va manger ensemble, allez, viens, on va jouer ensemble, et viens. Et en fait, c'est une thérapeutique, oui, c'est une thérapie. C'est clairement un facilitateur social de ce point de vue-là. Alors aujourd'hui, on est vraiment centré sur l'addiction. Demain, on parlera du côté thérapeutique et des aspects positifs et négatifs des écrans. Donc oui, les jeux peuvent être utilisés comme thérapeutiques. Après, on voit qu'il y a pas mal tout ce qui est écran dans le milieu scolaire. Il y a des points positifs, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs à prendre en charge. À prendre en considération, pardon. Après, si d'un côté ça peut être négatif sur certains points, sur les apprentissages scolaires, mais que d'un autre côté ça reconstruit le lien social qui était abîmé, j'ai envie de dire oui, voilà, il faut peser le pour et le contre, vous avez raison. Et du coup, on développe tout ça demain. Hein. Mais je pense sincèrement, dans tous ceux qui sont censés être des problèmes, des enfants à problème chez nous, je crois qu'il y en a un seul qui a un vrai problème avec ça. Un seul. Avec le jeu ? Oui, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est un échappatoire. Oui, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est clairement familial. Naturellement, oui. Quelqu'un d'autre ? On peut peut-être rebondir sur ce que vous soulignez en faisant la différence entre le jeu en lui-même, le jeu qui va être donc non productif, qui est une activité avec l'objectif d'un gain, et en sachant par exemple, pour moi être thérapeute aussi, que quand on travaille avec des enfants, on travaille avec le jeu. On travaille même parfois avec des jeux avec écran. Sauf que ça, c'est développé demain aussi. Hein. Ah. Sauf que la distinction. Donc moi, il y a un auteur que j'aime bien, c'est Donald Winnicott.
c'est l'ami des enfants. J'en parle demain. Qui fait donc bien la différence entre le game et... Ah non mais là tu spoil trop ma conférence de demain là pour le coup. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. En fait voilà, et qui différencie le principe du jeu non productif avec enjeu et tout ce qui est interaction sociale. L'idée en fait c'est qu'à la fin du jeu, un enfant, un adulte, un adolescent, n'importe qui peut avoir développé des compétences, peut être renforcé sur quelque chose. Alors que en fonction de ce qu'il y met, en fonction de toutes les interactions sociales qui se passent, ou ça peut être quelque chose de totalement uniquement lié à visée de déclenchement du plaisir, à viser donc de quelque chose de non productif, quelque chose qui va juste entraîner le circuit de la récompense, sans cet aspect-là, et là on rentre dans l'addiction. C'est aussi pour ça que c'est ce qu'on en fait, quoi. Je te remercie pour la précision et du coup tu m'as parfaitement présenté la conférence de demain où on va parler de l'enfance au sens large, mais alors du coup je vais parler de la place du jeu en général dans l'enfance, l'utilisation des écrans, donc positif et négatif, et thérapeutique. Alors ça n'a pas été bien annoncé du coup parce que je vais parler de la thérapeutique du jeu en général, chez les enfants, chez les adultes, chez les personnes âgées, donc ça va être beaucoup plus large que ce qui était annoncé, hein. Donc on va faire une conférence assez vaste et encore une fois, hein, je vais me servir de vous pour rebondir et on verra vers quoi on ira, hein. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de votre présence. Là, j'ai ma carte qui est ici. J'ai quelques exemplaires de mon ouvrage si des personnes qui voulaient se le procurer. Je vais rester, je pense, avec mes ouvrages encore un petit moment en bas au milieu sur le stand d'entre 8 et 32. Donc si des personnes veulent se procurer mon ouvrage et en discuter, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, et puis j'espère vous voir demain matin, donc à 10h et quelques a priori pour l'autre conférence. Voilà, je vous remercie de votre présence. Et merci à la technique aussi.